Bonjour. Je voudrais remercier le professeur Mahiou d'avoir d'avoir fait le tour de la question donc, du point de vue de l'hépatologue. Et dans la continuité, nous allons faire le tour de la question du point de vue du diabétologue. Donc, vous vous rappelez bien du cas clinique que le professeur Mahiou avait présenté. C'était monsieur A qui avait 62 ans, qui était obèse. Donc, il a un diabète qui évolue depuis 10 ans. Il a une HTA. Il a fait un événement cardiovasculaire. Il est au stade de complications microangiopathiques. Il n'a pas de notion de consommation ni de tabac ni d'alcool. Alors, il est sous biguanide, sulfamide, pour son hypertension ANARA2, aspégique, et il est en prévention, donc sous statine. Donc, il vient à notre consultation où on trouve un syndrome de cytolyse hépatique avec à la biologie des haleines qui sont à 5 fois la normale, un taux de bilirubine légèrement élevé, un TP bas, une albumine basse, et voilà, un débit de filtration qui reste correct. On fait une écho, donc on retrouve un foie qui était hyper échogène, contour régulier, sans visualisation de nodules. Donc, avec un FIB4 qui est bien sûr, comme l'avait dit professeur Mahiou, élevé, il fait un fibroscan, on le trouve à 15. Alors, quelle est la particularité et comment vous allez prendre en charge votre diabétique qui a, en fin de compte, une atteinte hépatique chronique? Alors, on va commencer à voir tous les traitements antidiabétiques oraux et on va commencer par la metformine qui est le chef de file. Donc, quand on sait que la metformine ne subit pas de métabolisme hépatique et qu'elle fait partie de l'ensemble des biguanides qui ne donnent que très rarement, voire dans les situations où les contre-indications ne sont pas respectées, une acidose lactique qui est de l'ordre de 0,03 à 0,05 par 1000 personnes par an, cette metformine a trouvé son intérêt particulièrement mis en évidence dans cette étude de zinc, qui fait partie d'une série de 3 études Princept. Donc, cette étude qui est faite sur 250 patients diagnostiqués cirrhotiques entre 2000 et 2010, dont 172 patients étaient sous metformine et 18 qui avaient arrêté. Donc, on a une médiane de survie qui est complètement différente, très significative, 11,8 versus 5,6 années. Et même après ajustement, cette metformine était prédicteur indépendant de survie avec une baisse du risque relatif de mortalité de 57%. Il faut souligner que dans cette étude, on n'a retrouvé aucun épisode d'acidose lactique. Ces résultats étaient sur l'ensemble des cirrhotiques. Mais si vous voyez à droite, sur les différents stades d'atteinte hépatique, la différence de la survie, la médiane de survie était pareille, très significative, très différente entre les différents stades Child A et les stades avancés B et C. Donc, ce qui est important pour nous, diabétologues, c'est cette prévention que donne la metformine sur les cirrhoses qui sont induites par la NASH. Et dans cette étude de zinc, la médiane de survie donnée par la metformine n'a pas été démontrée pour les autres cirrhoses d'autres étiologies. Alors, pour ce qui est du carcinome hépatocellulaire, dans cette méta-analyse, a démontré que l'utilisation de la metformine par rapport aux non-utilisateurs avait une baisse significative de 50% de l'incidence des carcinomes chez les patients qui étaient sous metformine. Alors, qu'en est-il en pratique? Donc, l'utilisation de la metformine peut être donnée donc, chez les patients qui ont une maladie hépatique chronique jusqu'à la dose maximum de 1500 mg par jour. Donc, chez les patients qui ont une atteinte hépatique préservée ou bien une atteinte hépatique légère. Il faut savoir qu'il faut l'éviter, voire l'arrêter quand le patient a une atteinte hépatique modérée, voire sévère. Alors, certaines études suggèrent que la metformine peut réduire le risque, donc comme on l'avait vu sur la survenue du carcinome hépatocellulaire. Et il ne faut pas oublier que l'utilisation de la metformine chez les patients ayant une hépatopathie chronique doit être évaluée à la lumière des comorbidités associées et des contre-indications, notamment les atteintes rénales qui sont souvent associées dans les atteintes hépatiques sévères. Donc, quand on a un débit de filtration inférieur à 30, il faudra arrêter la metformine. Alors, on passe aux sulfamides. Oui. On passe aux sulfamides. Donc, les sulfamides, comme on sait, ils ont un risque élevé d'hypoglycémie, mais on a des informations sur le risque de carcinome hépatocellulaire, notamment dans cette étude cas témoin faite sur 241 diabétiques, dont 56 étaient cirrhotiques, sur l'utilisation des sulfamides de deuxième génération, notamment les glyclasides et les glibenclamides. Et bien, le risque relatif était lié non seulement à la cirrhose et à l'hypoalbuminémie, mais aussi à l'utilisation des sulfamides de deuxième génération, qui était un facteur indépendant dans l'incidence d'un survenu des carcinomes hépatocellulaires.
Alors, cette méta-analyse aussi avait démontré que l'utilisation des sulfamides par rapport aux non-utilisateurs était associée à un risque significatif de 62% plus élevé chez les patients diabétiques. Alors, qu'en est-il toujours en pratique? On sait que nos patients qui ont une cirrhose, une atteinte hépatique ont un risque élevé d'hypoglycémie. Donc, il faut savoir qu'il faut être prudent et il faut être prudent à l'utilisation chez les patients ayant une fonction préservée, le stade Child A, comme l'a expliqué professeur Mahiou. Alors, il faut utiliser les doses les plus faibles possibles. Par exemple, les recommandations de Kahn et ses collaborateurs préconisent de donner la moitié de la dose des sulfamides, surtout si les patients étaient toujours consommateurs d'alcool. Ces sulfamides sont contre-indiqués quand nos patients ont des atteintes hépatiques modérées à sévères, quand on est au stade de Child B et C. Alors, pour les glinides, plusieurs publications ont rapporté des cas d'hépatotoxicité aiguë et d'hépatite cholestatique qui est due à l'utilisation particulièrement des répaglinides. En Algérie, nous, on ne dispose que de la répaglinide. La natiglinide n'est pas commercialisée ni chez nous ni en France, mais dans certains pays d'Europe. Et cette étude d'André Chen avait analysé donc, la pharmacocinétique des glinides par rapport aux différents stades Child qui sont entre 7 et 11 pour la répaglinide et 5 et 11 pour la natiglinide. Effectivement, il y a une modification dans la pharmacocinétique, une augmentation de l'imprégnation de cette molécule, la répaglinide, sur le AUC, le Cmax et le temps de mie d'atteinte de la concentration maximale, qu'on n'a pas retrouvé dans la natiglinide. Ce qui a amené à donc contre-indiquer la répaglinide chez les patients atteints de cirrhose et d'insuffisance hépatique vu ses propriétés pharmacocinétiques, sauf qu'il faut être prudent pour la natiglinide et l'utiliser donc avec prudence pour les patients atteints de cirrhose ou bien d'insuffisance hépatique légère. Toujours utiliser les doses les plus faibles afin d'éviter les hypoglycémies. Pour les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, sur les 4 études dont nous disposons, une seule étude de Chiara avait démontré qu'il y avait une élévation des enzymes hépatiques. Donc, pour les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, on peut les utiliser sans danger pour les patients ayant une insuffisance hépatique légère, voire modérée, sauf qu'on peut les éviter chez les patients ayant une cirrhose décompensée ou une insuffisance hépatique sévère par rapport au rapport bénéfice-risque, parce qu'il a été rapporté 3 cas d'hépatotoxicité secondaire à l'utilisation de la carbose. C'était des hépatites cytolytiques l'évolution était favorable, il n'y avait pas de TP bas, mais elles sont apparues 2 mois après l'introduction de la carbose. Pour les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, ils ne sont pas recommandés chez nos patients ayant une hépatopathie chronique ou un déséquilibre glycémique de leur diabète, non pas du fait de leur pouvoir qui est hypoglycémiant, qui est insuffisant. Alors pour les inhibiteurs de la DDP4, toujours André Chen a publié, analysé les données pharmacocinétiques des différents inhibiteurs de la DTP4 par rapport aux différentes atteintes hépatiques, aux différents stades, Child A, Child B et Child C. Alors ce qui a été analysé surtout le stade C, où il y a une modification de la pharmacocinétique, un risque relatif d'imprégnation de la molécule qui a augmenté à ce stade, et particulièrement pour la saxagliptine qui avait un métabolite actif qui a rendu cette molécule un peu inquiétante. Voilà. Donc on a retrouvé les mêmes modifications pharmacocinétiques pour la vildagliptine qui augmente son imprégnation lors de la détérioration de la fonction hépatique. Alors, ce qui a amené que les inhibiteurs de la DTP4 peuvent être donc prescrites dans les stades d'atteinte hépatique légère ou modérée, sauf pour la vildagliptine, qui ne doit pas être utilisée chez les patients ayant une fonction hépatique altérée, quel que soit leur stade. Même si vous trouvez des enzymes hépatiques élevées supérieures à 3 fois la normale, il ne faut pas la prescrire. Les autres peuvent être prescrits en cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée, mais nous n'avons pas assez de données pour ce qui est de l'atteinte hépatique sévère.
Alors, pour les analogues de la GLP-1, Anne Flint avait étudié, nous a fait des données sur la liraglutide qui a été utilisée à dose de 0,75 mg. Donc, la liraglutide a été comparée à 4 groupes, le groupe témoin et 4 groupes d'atteinte hépatique, légère, modérée et sévère. Et contrairement alors au DTP4, nous avions retrouvé une concentration plus faible de la 5e à la 25e heure par rapport au sujet témoin. Alors, qu'en est-il en pratique? Donc, les analogues de la GLP-1 peuvent être prescrits en cas d'insuffisance hépatique légère et on doit être prudent et on doit les utiliser à précaution en cas d'insuffisance hépatique modérée, mais ne sont pas recommandés en cas d'insuffisance hépatique sévère, et ce, dû à la malnutrition sévère. Comme on sait que les GLP-1 agissent donc sur l'équilibre glycémique, il y a une perte pondérale, d'où la nécessité d'une évaluation nutritionnelle qui est recommandée avant l'utilisation de cette thérapeutique et quelques semaines après l'initiation des agonistes de GLP-1. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour les thiazolides indiennes qui ont été retirées du marché en 2010, surtout pour la pioglitazone, sur cette étude observationnelle japonaise de surveillance qui a été faite sur 25 000 patients diabétiques qui étaient sous pioglitazone. En effet, nous avons retrouvé dans cette série seulement 19 patients avaient des réactions hépatiques. 3 avaient un ictère d'autre origine, 11 avaient des élévations d'enzymes hépatiques mais sans ictère, 4 avaient un néoplasme hépatobiliaire et une cholécystite. Et il faut noter qu'il n'y avait aucun cas d'insuffisance hépatique qui a été noté. Alors pour la pioglitazone, il faut les prescrire avec précaution. On les contre-indique en cas d'enzymes, si l'élévation des enzymes hépatiques sont supérieures à 3 fois la normale. On peut les prescrire en cas d'atteinte hépatique légère, sauf qu'ils sont contre-indiqués en cas d'atteinte hépatique B ou C. Donc si on est au stade du stade child B ou C. Et à cause de leurs effets secondaires, la rétention plus l'insuffisance hépatique, on ne peut pas les prescrire en cas d'insuffisance hépatique altérée. On n'oublie pas de demander toujours un bilan hépatique avant l'initiation du traitement avec dosage des azates, des alates et de la bilirubine totale. Alors on arrive pour les inhibiteurs de la SGLT2, des données sont insuffisantes. Peu d'études ont été effectuées sur le patient cirrhotique et les quelques études qui ont été faites sur les études pharmacologiques ont été faites sur la dapagliflozine et l'empagliflozine qui suggèrent une accumulation quand même du métabolite en fonction de la dégradation de la fonction hépatique. Beaucoup d'études sont en phase 2 et 3 qui ne retrouvent pas forcément cette hépatotoxicité des inhibiteurs des SGLT2, mais qui vont être bientôt, on attend leur publication. Alors, qu'en est-il en pratique? Bon, l'insuline peut être utilisée donc, chez tous les patients cirrhotiques, quel que soit le stade de l'atteinte de la fonction hépatique. Donc, les doses doivent être ajustées, titrées régulièrement, car, comme vous le savez, les cirrhotiques sont à haut risque d'hypoglycémie. Alors, pour les insulines prandiales, les analogues de l'insuline sont à utiliser préférentiellement à cause de leurs propriétés pharmacocinétiques qui ne changent pas. Les études ont été faites surtout sur l'insuline Lispro et Asparte chez les patients cirrhotiques et qui donnaient moins d'hypoglycémie. Alors, différents schémas peuvent être proposés à nos patients, allant d'une simple injection, une basale, jusqu'à la triple injection. Alors, ce tableau nous résume effectivement la thérapeutique chez nos patients diabétiques en fonction de l'atteinte hépatique. Donc, quand on a une fonction hépatique préservée, tout est permis. Quand on a une atteinte de la fonction hépatique légère, comme chez notre patient, on contre-indique la pioglitazone. Pour les inhibiteurs de la DDP4, on contre-indique la vidagliptine et l'exizénatide et la lixizénatide ne sont pas recommandés. Avec un bémol, pour les sulfamides et les glinides, on diminue les doses, on utilise les doses les plus faibles, effectivement. Quand on a une atteinte hépatique modérée, donc au final, on se retrouve avec... on peut prescrire que de la carbose et des inhibiteurs de la DDP4, avec un bémol aussi pour les GLP-1. Et au final, quand on a une atteinte sévère, on se retrouve face au mur, on n'a que l'insuline à prescrire.
Que faut-il retenir? Donc, pour la prise en charge de notre diabétique chez qui on retrouve une atteinte hépatique chronique, la prise en charge est complexe. Elle nécessite donc une adaptation selon le degré de l'atteinte hépatique, nombreuses limitations ainsi de contre-indications de la thérapeutique qui rend donc la situation difficile pour nos praticiens. Reste la place privilégiée de l'insuline et de la metformine. Je vous remercie.